Freud avait tort. En fait, il n'existe pas trois types d'ego. J'en ai identifié six. J'ai l'impression que la psychologie est un peu moyenâgeuse, que c'est une science peu élaborée, peu développée. En fait, en faisant quelques brouillons, en faisant des recherches sur la psychologie, j'ai fini par monter moi-même mon propre graphique parce que je trouvais que c'était un peu dur de s'y retrouver. Donc, en étudiant les mécanismes de défense, en étudiant un peu les phases de sexualité, en étudiant le narcissisme, le complexe d'Eros, en étudiant beaucoup la pulsion de mort et de vie, j'en suis parvenu à une pyramide que j'avais déjà dessinée il y a quelques années, mais qui n'était pas au point. La pyramide de l'égocentrisme. Et j'en suis arrivé au point de conscience où j'ai réalisé à quel point que, quoi, euh, 90% du temps, les gens fonctionnaient par automatisme sans même prendre conscience de leurs propres actes, sans même réaliser comment qu'ils étaient hypnotisés par toutes sortes de messages, de gestes, d'idées, de couleurs, de mouvements subliminaux, à quel point que on est hypnotisé par la société. Et j'en ai réalisé au bout du compte que le 90%, pour 70% de nos actions sont en fait des automatismes créés par notre cerveau préhistorique, duquel on n'est pas conscient. Là-dessus, il y a peut-être 20% de nos actions qui sont semi-conscientes, subconscientes, conscientes, et 10% qui sont conscientes. Donc, tout ça pour dire que finalement, nous sommes presque tous à la base inconscients et inconscience. Je pense même que selon ma théorie, je peux prouver comment que le cerveau s'est développé. Je peux même prouver finalement au bout du compte que même dans l'inconscience même, on se rappelle en tant qu'adulte les stades primaires et les stades fétales et les premiers stades de notre enfance embryonnaire dans le ventre de notre mère. Donc ce que je tiens à vous montrer aujourd'hui, c'est cette immense élaboration que j'ai faite qui montre le ça. Le ça qui est l'inconscience. Le ça n'est pas réellement, selon moi, un ego. C'est plus l'ego d'une société que j'ai baptisé le leur, qui est l'ensemble des égos, de plusieurs égos que j'ai identifiés, que je vais vous présenter plus tard. Mais dans le fond, le ça ne peut pas nécessairement être un ego, parce que l'inconscience n'est pas consciente de qui il est, il ne peut pas avoir d'ego dans ce sens. L'inconscience, le ça, finalement, c'est le système nerveux central. C'est le cervelet, c'est l'amygdale, c'est la moelle épinière. C'est vraiment le cerveau préhistorique de l'être humain. C'est ce qui lui permet de réagir, d'avoir des réactions face au danger, d'avoir des réactions instinctives de survie, comme se nourrir, dormir, avoir un abri, avoir de la chaleur. Donc, c'est réellement l'instinct animal à la base. C'est vraiment les comportements par automatisme, par préservation. C'est un corps qui est créé pour réagir et s'auto-préserver de sa conscience. Donc, on est vraiment dans la base de l'individu qui est l'inconscience. L'inconscience se fait du leurre. Mais le leurre, c'est pas juste le ça, l'inconscience. C'est le ça, le leurre, mais c'est le centre de la pyramide. Quand je vous dis ça, c'est que le ça, c'est pas un ego. C'est un rallongement, un prolongement. En fait, c'est la frontière, c'est le centre de l'ego, de deux égos que j'ai identifiés qui s'appellent le vôtre et le nôtre. Le vôtre et le nôtre, c'est quoi? Ben, le nôtre, c'est les valeurs, l'éducation, les valeurs collectives qu'on nous a appris dans la vie. Le nôtre. Et le vôtre, ben, et surtout celle familiale. Le nôtre et le vôtre, ben, c'est celle de la société, la culture, les livres, l'éducation. Et avec ça, ben, on a le leur. Le leur qui est un mélange de tout ça. Mais là, on va arriver de la théorie plus élaborée parce que dans le fond, le leur, c'est souvent ce qui. Pourquoi je l'ai placé ici dans la zone subliminale de conscience, de préconscience et d'inconscience? Parce que pour moi, le leur, le ça, que vous pensez que c'est un ego, c'est en fait deux égos qui en forment un. C'est le prolongement de deux égos qui se divisent, qui se subdivisent. Et c'est souvent ce qui crée un conflit intérieur avec le moi qui est ici. Donc on a l'inconscience ici avec tout ce que je vous dis. On est ici le vôtre et le nôtre. Pourquoi le vôtre et le nôtre? On va y venir plus tard. C'est un peu comme le film Le tien, le mien, le nôtre et le vôtre, sauf que la différence, c'est que selon moi, à la base, nous étions inconscience. Et qu'est-ce qui a créé la ligne de départ vers la conscience? Ben, selon moi, il y a deux choses qui l'ont fait. Parce que pour survivre, l'esprit humain a besoin de créer un ego, une personnalité, a besoin de s'adapter, de créer une personnalité, puis de prendre de ses erreurs. Donc, chaque signaux,
signaux de douleur, de bonheur, peu importe que notre cerveau interprète, dans l'inconscience finit par forger une idée, une conscience, et ces idées se font un chemin particulier. Selon moi, j'ai identifié dans cette idée la création de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, qui est le côté émotif. Un côté émotif qui est essentiel à la survivance de l'être humain. L'être humain a besoin pour survivre de se comprendre, de comprendre les autres et de communiquer avec les autres. De là, la création de l'hémisphère droit, le côté créatif, le côté sensoriel, le côté émotif. On parle beaucoup d'un côté visuel, spatial et sensoriel, d'écoute, de vision. C'est très... beaucoup tourné vers le ressenti. J'ai des théories encore qui penchent peut-être vers le fait que c'est peut-être le côté féminin de l'ego, une sorte d'alter ego, mais je ne veux pas élaborer dans cette science-là. Pour le moment, je suis plus dans le fait que l'hémisphère droit s'est créé par le cerveau préhistorique, le système nerveux central, après un choc nerveux. Un choc nerveux probablement causé par un deuil. Ouais. Par la pulsion de mort. De là, la pulsion de mort. Pourquoi le deuil? Parce que pour que le cerveau évolue, il faut qu'il vive, il faut qu'il interprète des informations. Et le seul moyen de développer une conscience émotive, c'est de vivre un deuil. C'est de réaliser une perte, c'est de perdre quelque chose, soit un objet ou un être aimé. Dans ce cas-là, l'être aimé reste un objet pour le cerveau. Donc, quand on regarde l'amour objectival, on se rend compte que finalement, que l'inconscience, c'est probablement créé par les pulsions de vie, par les pulsions de mort, mais par probablement un choc nerveux comme le deuil. Donc, normalement, je devrais peut-être commencer par le côté logique, parce que probablement que ce qui a créé la conscience de l'être humain, a commencé à première vue, c'est la pulsion de vie. C'est le côté logique, c'est le fait que dans l'hémisphère gauche, un jour, l'être humain, pour survivre, a dû se poser des questions sur son monde extérieur, sur comment on fait pour faire du feu, comment on fait pour se nourrir, comment poussent les arbres, comment est faite la nature, on peut expliquer par la science. Donc, au bout du compte, je pense que l'être humain a pris conscience de tout ce qui est autour de lui, la logistique, le jour où ce qui a assisté à la naissance, au prolongement, au rallongement de son propre ego, soit un enfant qui est un peu une partie de nous-mêmes et qui entraîne un peu une partie de notre culture. Donc, c'est pour ça que j'en ai qualifié que finalement, la pulsion de vie était une courbe ascendante, était un levier vers la conscience éveillée, vers le moi. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'inconscience qu'on a ici, là, dans le fond, souvent, la personne qui va vivre un choc ou un choc, là on parle de pulsion de vie, donc on parle de quelque chose qui est sûrement axé sur le plaisir, le bonheur, la satisfaction, eh bien, ce choc-là, bien qu'il est positif, va avoir un effet sur le cerveau et cet effet-là est un effet de pulsion de vie. C'est une pensée supérieure, c'est une pensée positive. Quand on parle ici de ce que je vous parle du côté logique de l'hémisphère gauche, c'est que dans le fond, Freud avait dit qu'il y avait le ça, le moi et le surmoi. Mais Freud, c'était une personne qui était très égocentrique et narcissique et qui avait beaucoup d'ambition dans la vie. Donc Freud n'a peut-être pas pensé au fait que finalement, dans le surmoi, il n'y avait pas juste le surmoi. Il y avait également le sous-moi. La pulsion de mort, pulsion de vie, la pulsion de mort. Donc, ce que je vous dis, c'est que la conscience s'est créée par un choc face à la naissance et au deuil. Et que ces deux chocs-là ont créé l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, soit le côté émotif, le côté logique, le cerveau conscient aujourd'hui, le cerveau développé qu'on a aujourd'hui, qui est le milieu du cerveau, jusqu'au cerveau frontal, où c'est vraiment la zone de conscience éveillée. Donc, si on regarde ma théorie, on a ici le cerveau préhistorique, on a ici à gauche la logique, on a ici l'émotivité et on a ici la conscience, le cerveau frontal. Donc, dans l'hémisphère gauche, j'ai classé la logique, la pensée supérieure, la pulsion de vie, la constatation et le comparatif extérieur démonstratif sur les autres. De là, le surmoi. Parce que le surmoi, il est focusé sur le tien, sur le vôtre, sur les choses qui appartiennent aux autres, parce que pour se dépasser, il doit aller chercher des choses qui vont l'animer, des choses qui vont lui permettre finalement, dans son propre ego, de surmonter, de se dépasser lui-même et les autres. Et c'est très démonstratif sur le comparatif des autres. C'est une pulsion de vie, de là
les principes de drogue, les principes d'obsession. Je veux dire, souvent, la sexualité, tout ça, c'est dans la pulsion de vie, dépendant des raisons de pourquoi on rentre dans la pulsion de vie. Là où j'ai décidé d'adapter mon concept, c'est que, selon moi, l'inconscient et la pulsion de vie est une porte d'entrée vers la conscience. Quand quelqu'un est vraiment plongé dans l'inconscient, je pense que la pulsion de vie peut réellement le ramener vers la conscience. Au même principe que quand quelqu'un est dans la conscience, eh bien la pulsion de mort, l'émotivité, l'hémisphère droit, la pensée inférieure, la pulsion de mort, le sous-moi peut réellement le faire tomber et l'entraîner dans l'inconscient. Vers l'automutilation, les tentatives suicidaires, la déprime. Parce que selon moi, la déprime, c'est pas une maladie mentale, c'est vraiment juste un trouble de l'ego. Tu vois réellement que c'est une maladie de l'ego, c'est une atteinte à l'ego. Donc, on voit que le côté émotif, je l'ai placé plus négatif, je l'ai placé vers les pensées inférieures, vers la pulsion de mort, vers la constatation de comparatif intérieur qui est possessif à soi-même, qui se regarde beaucoup. Qu'est-ce que j'ai, moi, qu'est-ce que je pourrais être. Puis de là, l'ego qui en ressort, le mien. Hein? Alors que pour la pulsion de vie, bien c'était le tien. Donc, quand on regarde le moi, le ça, qu'on regarde ici, la jonction, on se rend compte que finalement, entre l'inconscient et le conscient, eh bien, tu as le moi, que Freud a identifié comme un ego. Tu as également le tien, tu as le mien, qui est finalement le surmoi ou le sous-moi, qui était ce que Freud avait identifié comme le surmoi, mais Freud était une personne, comme je dis, qui était quand même relativement favorisée, qui a quand même réussi à atteindre ses objectifs au terme de son ego, de sa personnalité, de ce qu'il voulait être, de ce qu'il voulait faire. Donc peut-être qu'il ne voyait pas le côté de la pensée inférieure, hein, que les gens pourraient vivre plus en bas de l'échelle, les gens qui n'ont pas réussi, les gens qui en arrachent l'envie. Donc je pense réellement qu'il n'a pas réalisé que dans notre ego, dans notre tête, il y avait un alter ego puis une sorte de surmoi, une personne qui se pensait supérieure, qui était un désir d'autorité, qui était plus logistique, plus conventionnel. On le voit beaucoup dans la société, ce type de personnalité-là. Et d'un autre côté, des gens plus rebelles, un petit peu plus, comment je pourrais dire, moins portés à être sur l'autorité, mais plus sur, pas nécessairement la soumission, mais je veux dire dans la négation, le désintérêt, un peu comme les artistes, un peu comme on voit aujourd'hui avec versus les gens très conventionnels de bureau et les artistes. C'est vraiment, comment je pourrais dire, l'antipode que je pourrais vous montrer, la comparaison que je pourrais faire et le parallèle, parce qu'autrement, c'est quand même de la psychologie avancée en théorie. Et dans cette pyramide-là, dans le fond, j'ai eu un petit peu de mal à le faire encore, mais j'ai divisé la pyramide en trois. Parce que selon moi, il y a le moi, qui est pleinement conscient. Il y a une phase de préconscience. Il y a clairement une phase de préconscience qui se divise entre une phase de semi-conscience, le subconscient, la zone de conscience subliminale que j'appelle le leur. Le leur, c'est un mélange finalement du tien, du mien, du nôtre, du vôtre et de moi. C'est un mélange de tous les égos. Donc c'est pour ça que pour moi, le ça n'existe pas. L'inconscience ne peut pas être un ego. Dans les faits, l'ego ne peut pas se trouver vraiment dans l'inconscience, il se trouve dans la zone de semi-conscience, la zone de conscience subliminale, le subconscient, le semi-conscient ou le préconscient. Même que dans le moi, on n'est pas vraiment dans l'ego, mais on est dans l'authenticité, dans le être. Mais ça reste un ego qui est très authentique et fidèle à lui-même. Donc, quand on regarde ma théorie, on se rend compte qu'on a un ego, deux égos, trois égos, quatre égos, cinq égos, six égos. Six égos parce que le sol inconscient n'est pas un ego. Mais le centre de la pyramide, où justement le moi, le sous-moi, le surmoi, le tien, le mien, le nôtre, le vôtre, se rejoignent, ben ça c'est un ego. Le leur, l'ensemble de tout ça, la société, la valeur morale, les livres qu'on écrit, tout ça, j'arrête pas de dire que l'art, la culture, c'est une extension de nos égos. La preuve, c'est que le côté émotif est un ego, comme le côté logique est un ego. Donc, quand un scientifique dépose un brevet, c'est son ego qui parle. Quand un artiste nous sort une peinture et nous sort sa nouvelle chanson et en est fier, c'est son ego qui parle. Quand un gouvernement gagne le pouvoir, eh bien, c'est son ego qui parle. Ça peut être le vôtre, le nôtre, le mien, le tien, le leur. Ça peut être moi. Parfois aussi, ça peut être l'inconscient, le ça que je place dans le leur, parce que comme je dis, c'est dur de dire que l'inconscient a une personnalité quand on n'est même pas, on décide même pas nos gestes finalement, puis qu'on réagit par automatisme dans un sens. Donc, ce qui revient à dire, c'est que le ça ne peut pas réellement être un ego dans les faits, c'est plus un mélange de plusieurs égos, comme le surmoi est un ego
un alter ego non identifié ou sous-moi. Et comme le moi est un ego qui est bien centralisé dans tout le cercle des égos. Un ego bien conscient de qui il est. Donc, quand quelqu'un finalement souffre de dépression, ça serait parce que son ego serait dans des pensées inférieures, dans des pulsions de mort, dans des constatations, des comparaisons intérieures par rapport possessif à lui, par rapport à lui et aux autres. Mais souvent, ces comparatifs-là, intérieurs à la personne, vont souvent être négatifs et s'auto-centrer sur lui et le ruminer lui-même et l'enfoncer vers son inconscient. Au même principe que selon moi, ben le surmoi, qui est une pensée supérieure, une pulsion de vie, une constatation, un comparatif extérieur démonstratif aux autres, le tien qui va regarder beaucoup les autres, va avoir plus tendance à se dépasser, à vouloir se, se surpasser autant lui que les autres. Donc c'est ce qui amène une certaine motivation, une certaine obsession parfois, même sur certaines personnes, même de la violence, de haine, de l'acharnement. Ça peut créer l'esprit de compétition. On a l'inconscience ici qui est responsable des automatismes, des gestes subliminaux pour lesquels on n'est pas responsable, parce qu'il y a beaucoup de gestes pour lesquels on est conscient et semi-conscient. On serait surpris de voir la quantité de gestes aux criminels qu'on juge, alors que ce ne sont pas des gestes conscients, mais des mécanismes de défense et des automatismes, finalement créés par tout ça, tout ce qu'on voit là, le cerveau préhistorique qui tente de créer une logistique intelligente dans la compréhension du monde, dans la logistique et l'émotivité, ce qui crée la personnalité, les égos et le narcissisme qu'on vit aujourd'hui, le trouble de narcisse, d'Eros et toutes les troubles que j'essaie de comprendre, d'identifier et de documenter actuellement, sans avoir étudié la psychologie en lisant tous les livres que je peux trouver. Il suffit de décoder les messages, comme on dit, de regarder la zone de perception consciente et on se rend compte que finalement, la plupart du temps, on réagit sans être conscient réellement de ce qu'on fait. Donc, c'est fou de voir à quel point que la face immergée de l'iceberg, à quel point que notre conscience est limitée à moi, à la conscience, à la préconscience, et qu'à partir du semi-conscient, du subconscient, de la zone subliminale, de la semi-conscience et de l'inconscience, là, on rentre complètement dans des actions parfois volontaires, mais involontaires, mais souvent poussées par l'ego, par une pulsion de vie, une pulsion de mort, et des automatismes et des mécanismes de défense qui ne viennent que d'un vieux cerveau préhistorique des hommes de cavernes et de Cro-Magnon, là. Alors que l'être humain, le cerveau, est capable d'en prendre conscience. À partir du moment où il en prend conscience, il est capable d'évoluer et de prendre conscience de ses égos, de prendre conscience de comment qui focus finalement pas sur la bonne chose.